Le 4 quarts politique revient. Alain Duhamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes une grande figure du journalisme politique, on ne présente plus. Vous êtes éditorialiste à BFM et vous publiez donc Emmanuel le Hardi aux éditions de l'Observatoire. On va en parler, on a un peu de temps. Vous avez hésité entre Emmanuel le Téméraire et Emmanuel le Hardi. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Écoutez, ça a été le bilan que je me faisais de lui au moment où j'étais en train d'écrire. En fait, j'ai hésité entre les deux. Je partais du principe que, à mes yeux, sa caractéristique, c'était l'audace. Et donc, que la question était de savoir si le bilan de cette audace était plutôt positif, et à ce moment-là, c'était le hardi, ou plutôt négatif, et à ce moment-là, c'était le téméraire. Et comme j'ai écrit ça, disons, l'année dernière, on était donc, on sortait des gilets jaunes pour entrer dans le Covid. Et donc, on passait d'une crise à une autre. Et j'ai trouvé que dans les crises, il s'était finalement bien débrouillé. Et pour sortir des gilets jaunes, qui n'avaient pas du tout vu venir et qu'il avait mal compris au départ, mais dont il est bien sorti, en tout cas à mes yeux, avec son grand tour de France et son débat pendant pratiquement un mois. Et j'ai trouvé que devant le Covid, il n'avait pas été infaillible, que la première vague avait été mal gérée. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai vraiment pensé à Téméraire. J'ai trouvé que la deuxième vague, en revanche, avait été bien gérée. Et puis surtout, j'ai apprécié le fait que c'était dans des circonstances tellement nouvelles, tellement atypiques, et ça vaut aussi bien pour les Gilets jaunes que pour le Covid, quelqu'un qui, en tout cas, prenait ses risques et prenait des décisions. Ça n'était pas quelqu'un qui était frileux. C'était quelqu'un qui sautait sur le risque. Et donc, voilà, du coup le hardi. Alors, le Hardi, on va parler d'ailleurs de la gestion, parce que vous filez la comparaison avec Napoléon Bonaparte. Vous dites que Bonaparte était un génie et lui et Emmanuel Macron, c'est un talent. Le talent, surtout dans la prise de pouvoir, vous dites que c'est une fracture politique, que c'est un 18 Brumaire civil, que c'est un ouragan politique, et ça c'est incontestable. Est-ce que vous lui concédez du talent dans la gestion? Alors ça dépend des domaines. En matière diplomatique, oui. Mais c'est un talent disruptif, là aussi. Il fait des coups de théâtre et il prend des positions, alors pas dans tous les domaines, mais notamment en matière européenne ou au sein de l'OTAN ou à propos du Proche-Orient, pas systématiquement, mais souvent, il prend des positions, ce sont des positions qui marquent et ce sont des positions qui dérangent d'ailleurs aussi. Et là, je trouve que oui, il prend les bonnes décisions en général. Bon, pas à chaque fois, hein, mais en général. Sur le plan économique, alors, je dis oui sans hésiter. Sur le plan social, je trouve que je désapprouvais, je pensais que ça se retournerait contre lui. Il n'y avait pas besoin d'être grand clerc pour le penser. Que sa volonté d'enjamber tous les corps intermédiaires était une grosse erreur et je pense qu'il l'a payé. Et que ça a compliqué les choses. Ça a compliqué les choses pour les réformes économiques et sociales qu'il a voulu faire pendant les 2 premières années, quand il avait à peu près les mains libres. Et également, non pas dans la gestion du Covid, mais dans la gestion des gilets jaunes. De ce point de vue, je pense qu'il a eu tort et qu'il n'est pas spécialement doué pour ça. Et puis alors, en politique, à proprement parler, c'est très compliqué. Mais il a eu raison, on va en parler, parce que là, vous avez des pages très élogieuses sur la manière dont il a géré les débats, avec les grands débats de salle en salle, Oui, etc. oui, c'est ça. Ça, c'est la façon qu'il a choisie, qui était à la fois très originale et très risquée, là encore. Avec son grand débat, le fait un président en exercice qui
accepte, enfin, pas qui accepte, qui veut débattre avec des dizaines de gens tous les soirs, etc., pendant des heures et des heures. C'était quelque chose de nouveau et que j'ai apprécié. En revanche, dans la gestion de l'opinion publique, je pense qu'il a été assez mauvais. En simplifiant au maximum, parce que je ne peux pas généraliser non plus chacun des points, mais je trouve qu'il a prononcé de très bons, grands discours et qu'il s'est terriblement compliqué la vie en prononçant... Avec les petites phrases. Bah oui, mais je veux dire, ça fait partie de la responsabilité politique, ça. Une chose est de dire, d'utiliser les expressions qu'il a employées quand on discute avec des amis en privé, et une autre, de les prononcer en public quand on est le président de la République. Alors, on va y revenir. Mais il y a un sujet que vous n'évoquez pas dans le livre, mais j'aimerais bien avoir... Vous avez sûrement réfléchi là-dessus, puisque vous avez esquissé ce rapprochement avec Napoléon Bonaparte. Emmanuel Macron a rêvé quand même de faire son grand discours sur la laïcité, sur son grand discours sur l'islam. On ne sait pas si c'est le même discours, mais enfin, il a rêvé de refonder, de réinitialiser les relations entre les religions et l'État. Oui. Un peu comme l'avait fait... complètement comme l'avait fait Bonaparte. Oui, mais est-ce que moi, Bonaparte avait fait le grand Sanhédrin, avait fait les consistoires pour les protestants, les protestants et pour les juifs? Oui. Mais est-ce qu'il y a réussi? Le projet de loi est encore devant le Parlement. Mais écoutez, en ce qui concerne le discours, on l'a attendu longtemps, puisqu'on en parlait depuis 2 ans, puis il n'arrivait pas. Bon, et puis le discours des Mureaux est un discours qui, en tout cas, moi, m'a plu. Bon, et qui, d'ailleurs, globalement, a été assez bien accueilli, aussi bien à gauche qu'à droite. Très bien. Bon, ensuite, le projet de loi, c'est une autre affaire, parce qu'il y a, à l'intérieur, il y a des avancées que je trouve très utiles. Je veux dire, c'est banal ce que je vais vous dire, mais en ce qui concerne, par exemple, le financement de l'islam, et le financement étranger en particulier, c'est quand même normal de s'organiser. En ce qui concerne l'idée de donner... Oui, mais enfin, est-ce qu'il était normal de mettre tout le monde sur une espèce de lit de Procuste? Je l'ai dit à plusieurs reprises dans des débats, ce que je n'aime pas dans cette loi, mais qui est très bonapartiste pour le coup, puisque ma thèse est que Emmanuel Macron est un bonapartiste, et ce que je vais vous dire, c'est d'un bonapartiste. C'est la façon de donner des pouvoirs au préfet pour accepter ou ne pas accepter telle ou telle association et pour vérifier telle et telle chose a priori. Alors ça, c'est typiquement bonapartiste, c'est d'ailleurs ce que Bonaparte avait fait. Je ne pense pas que ce soit l'esprit de la loi de 1905, ça. Et donc, comme je ne le pense pas, j'ai dit que je ne le pensais pas. Mais il l'avait fait un peu en forçant les choses. Bon, oui, on était il y a deux siècles, mais enfin... là aussi, il a quand même bousculé les représentants des cultes qui, au départ, étaient quand même, en tout cas en ce qui concerne les catholiques, les protestants et les juifs, assez acquis au discours du Mureaux, et puis qui ont ont lu de façon renfrognée le projet de loi qui en sortait, dans lequel, je répète, je trouve qu'il y a des choses qui sont très intéressantes, il y a de bonnes avancées, mais je n'aime pas l'espèce de tutelle administrative du préfet. Je trouve que les religions n'ont pas à dépendre, sauf si elles ne respectent pas la loi. Mais justement, cette loi-là, elle est faite pour que la loi soit respectée, donc... Autrement, je trouve que moins les préfets s'occupent des religions, et mieux ça vaut. Alors, vous avez donc ce développement, parce que vous êtes totalement bluffé par l'exercice des grands débats. Le fait même de l'avoir appelé le grand débat, ça ressemble à une émission de radio. Vous avez remarqué que c'est toujours le grand quelque chose. Donc là, il l'a appelé le grand débat. Mais bon, là, c'est une prouesse, incontestablement. Et c'est là, pour vous, qui gagne ces galons de hardi. En tout cas, c'en est un exemple. Mais c'est loin d'être le seul. Son interview, par exemple, en matière européenne et en ce qui concerne l'OTAN. Son interview à The Economist, on n'avait rien vu de tel de la part d'un président français...
je crois qu'on n'avait rien vu, sauf les fameux discours de De Gaulle, par exemple, type Phnom Penh ou d'autres. Bon, on peut dire peut-être Mitterrand, mais en fait, de la part de Mitterrand, c'était pas, d'une part, c'était pas un changement d'attitude de sa part, c'était la confirmation de ses choix, et d'autre part, ce qu'il avait dit, qu'il s'agisse du fameux discours de Bodostag, qu'il s'agisse du discours devant la Knesset, qu'il s'agisse du discours à Strasbourg, etc., ça ne choquait pas, ça ne surprenait pas. Alors que là, Macron, sur l'Europe et sur l'OTAN, il a réellement cassé la baraque. Enfin, il a expliqué que c'était mort si on ne réagissait pas et si on ne faisait pas autre chose. Bon, ben ça, pour le coup, c'était vraiment très, très hardi. Et franchement, Vous le dites, ça m'a plu. d'ailleurs, vous dites Emmanuel Macron s'est toujours fait une certaine idée de l'Europe. Aucun autre président de la Ve République n'a donné à l'Europe une telle place au cœur de sa course vers l'Élysée, pas même Valéry Giscard d'Estaing et pas même François Mitterrand. Mais tout de même, est-ce que le choc du Brexit, l'échec des vaccinations, est-ce que ça n'a pas porté un coup très dur à l'Europe? Alors, le choc du Brexit, moi, je pense que c'est une bénédiction, hein, que la Grande-Bretagne ait quitté l'Europe, et je le pense depuis toujours. L'Europe a pâti de l'entrée de la Grande-Bretagne, qui a été un frein permanent, et qui d'ailleurs ne voulait pas de l'Europe. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, n'a jamais voulu de l'Europe. Il voulait du marché unique, et exclusivement du marché unique. Et tout ce qui était en plus du marché unique, ils étaient contre. Et comme ils ont probablement la meilleure et la plus professionnelle diplomatie du monde, ils nous ont donc enquiquinés pendant 40 ans. Bon, ils sont partis à leur détriment. On le voit, moi je pense par exemple aux pêcheurs anglais et écossais tellement heureux du Brexit et disant enfin les flottilles européennes continentales ne pourront plus venir, et qui comme des imbéciles se sont aperçus au bout d'un mois que tiens c'est bizarre, on n'arrive pas à vendre à l'exportation en Europe. Bon, je veux dire, c'est quand même des choses auxquelles il est préférable de réfléchir avant plutôt que de constater après. Bon, donc j'ai trouvé que sur le Brexit, il avait été très ferme. Ça, il a été le plus ferme, hein, des Européens sur le Brexit. Et je pense qu'il a eu raison. D'ailleurs, je pense en gros, bon, sur le Proche et le Moyen-Orient, je suis toujours plus prudent, mais je pense en gros qu'en matière de politique étrangère, il a été bon. Je pense qu'en matière politique, ou par exemple pour gérer la première pandémie, je ne dis pas du tout qu'il a été bon. Là, je trouve qu'il a été mauvais. Alors, il y a une chose intéressante sur les réseaux sociaux. Vous situez le début de la puissance des réseaux sociaux en 2005 et de la puissance parfois de nuisance. Et cette puissance de nuisance... Au moment du référendum constitutionnel sur l'Europe. Et là, vous dites, ce sont les réseaux sociaux qui ont amplifié, qui ont fortifié le non à l'Union européenne. Ah, absolument. C'est la première fois que ça a eu un impact concret. Et il y a eu une campagne hallucinante avec notamment cet enseignant de Marseille qui s'est fait connaître ensuite, dont on s'est aperçu qu'il était d'extrême droite à l'arrivée. Parce que ce dont moi je n'avais jamais douté, et qui lançait des fausses nouvelles hallucinantes. Au moment de la campagne européenne, sur les réseaux sociaux, on disait que le divorce serait interdit, que l'avortement serait interdit, enfin n'importe quoi, qui n'avait strictement rien à voir avec le texte. Texte qui était par ailleurs illisible, ce qui était une énorme erreur. On a été comme d'habitude, et là j'en reviens à Napoléon, qui a souvent raison, il faut qu'une constitution soit courte et obscure. Et la constitution européenne qu'on proposait était incroyablement longue et incroyablement précise. Le contraire de ce qu'il faut faire. Mais vous pensez que c'est uniquement les réseaux sociaux qui ont non, pas uniquement, enlevé le morceau? Pas uniquement, mais enfin, c'est la première fois qu'ils ont joué un rôle notable, et ce rôle n'a cessé de s'accentuer depuis, comme on le voit en ce moment pendant la pandémie, où les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel. Moi, je considère que les réseaux sociaux, c'est un cinquième pouvoir. Alors, ça a un énorme avantage, c'est que c'est l'expression permanente de l'opinion des Français, ce qui, après tout, est très démocratique dans son principe, mais malheureusement avec des dérives perpétuelles. Et on le sait tous,
avec le déferlement d'injures, de haine et de fantasmes et de complotisme qui sont terriblement dangereux et qui le seront de plus en plus. Parce que la génération de ceux qui ont moins de 25 ans, c'est-à-dire 2 générations après moi, la nouvelle génération, ils s'informent d'abord sur les réseaux sociaux. Ils ne lisent plus la presse écrite, ils regardent moins la télévision classique, même la télévision d'information continue, même s'ils la regardent un peu plus. Mais bon, et en revanche, ils s'informent. Il y en a qui en reviennent. Hein. Il y avait un grand article dans Le Monde il y en a qui y reviennent, c'est vrai, heureusement. Mais pour eux, la première chose... Qui en reviennent. Qui reviennent, il y en a aussi. Mais... Non, qui s'en détachent. S'en détachent. Oui, c'est bien sûr. Mais heureusement. Mais... il n'empêche que les moins de 25 ans en font leur première source d'information et que ça, c'est un peu glaçant. Alors, je vais sur votre terrain d'excellence qui est l'analyse politique. Mais vous dites à un moment, Emmanuel Macron a été élu sur fond d'effondrement des 2 piliers des 2 piliers originels de la Ve République, le communisme et le gaullisme. Mais enfin, il y a quand même, me semble-t-il, une grande différence, c'est que tout le monde se dit gaulliste aujourd'hui, mais alors que personne ne se dit communiste. Non, ben vous avez raison, mais simplement ce que j'ai voulu dire, là je me situe dans une perspective historique et pas dans la perspective spécifique de l'élection de 2017. Ce que je voulais dire, c'est que depuis la libération, jusqu'aux années, au milieu des années 80, la France était structurée autour du catholicisme, autour du gaullisme. Dont vous décrivez aussi l'affaiblissement. Absolument. Du gaullisme et du communisme. Pas dire que le communisme a été tellement influent, aujourd'hui, pour ceux qui ont moins de 40 ans, ça paraît de l'imagination. Et c'était pourtant la réalité, avec des dizaines et des dizaines de publications, avec des centres de formation, des colonies de vacances, enfin, tout. C'était une contre-société qui existait. Bon, tout ça, c'est fini. Et je dirais que ça, c'était les soubassements. Et puis, de façon plus superficielle, il y avait le Parti socialiste et le Parti néo-gaulliste, qui étaient les 2 forces d'alternance, alors là, depuis les années 80, et qui sont en réalité été vermoulus. Et l'audace d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir tenté son pari au moment où il a commencé à être candidat. Personne, en tout cas pas moi, n'imaginait, bien entendu, qu'il puisse être élu, mais que le vainqueur soit autre que le candidat de la droite classique, c'est-à-dire du parti néo-gaulliste. On en était tous absolument persuadés. Il a fallu un concours de circonstances extravagant pour que ça ne soit pas le cas. Et l'audace d'Emmanuel Macron, qui lui, a eu le sentiment qu'il y avait une ouverture et qu'il pouvait y aller. Bon, mais vous savez, cette audace ou cette hardiesse, on la retrouve exactement de la même façon. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment son élément constitutif. On le retrouve exactement avec sa gestion du Covid. Quand il décide seul contre tout qu'on ne va pas déconfiner, comme il vient de le faire, alors que l'immense majorité de la communauté médicale disait faut confiner tout de suite et le plus fort possible, et que le Premier ministre et le ministre de la Santé partageaient... Enfin, on verra dans les prochains jours. Non, mais partageaient... Mais si, le risque a été pris. Je ne dis pas que le succès est là, je n'en sais rien, ça. J'espère que ça sera un succès, parce que je pense que tout le monde a envie de se débarrasser du Covid. Mais je ne dis pas du tout qu'il a gagné. Je dis qu'il a pris le risque. Quand je dis qu'il est hardi, ça ne veut pas dire qu'il est infaillible, mais ça veut dire qu'il prend les risques. Et je crois que dans des périodes tellement, non seulement instables, mais convulsives, comme celle qu'on a vécue depuis en tout cas 4 ans, le fait qu'il soit jeune et déterminé, c'est un atout. La pire des choses aurait été que dans des circonstances comme celle des Gilets jaunes ou comme celle du Covid, on ait un vieux monsieur rondouillard. Alors, tous ceux qui vous suivent, Alain Duhamel, et vous publiez un livre tous les ans... Non, tous les 2 ans. Tous les 2 ans, pardon. Tous les 2 ans. Il faut que je joue au tennis aussi. Oui, pas tous les 2 ans. Non, de préférence plusieurs fois par semaine. Plusieurs fois par semaine. De préférence.
Alors, tout cela savent que vous avez le sens de ça, c'est incontestable, vous avez le sens du portrait. Et vous terminez le livre sur les prétendants de 2022. Oui. À vous lire, il y a vraiment pléthore. Et vous les passez tous en revue, y compris... Tous, mais je dis qu'il peut y avoir des surprises et de nouveaux venus. Bien sûr. Hein, je dis Mais que la liste y n'est pas compris limitative. les plus improbables. Le général de Villiers, Didier Raoult, Philippe Juvin, Michel Onfray, Emmanuel Ménard, la femme de Robert Ménard, Éric Zemmour. Alors, vous dressez donc des portraits de tous ces possibles prétendants, mais vous vous amusez un peu parce que est-ce qu'il y a la moindre chance pour que l'un d'entre ceux que je viens de citer, et qui sont dans votre livre, se retrouve sur la ligne de départ en 2022? Écoutez, je ne dis pas que c'est le plus probable, mais je dis que ça n'est pas inimaginable. Et que dans l'état de la société tel qu'il est maintenant, qu'une personnalité de la société civile ou militaire, s'il s'agissait du général de Villiers, surgisse brusquement, on ne peut pas l'écarter. Je ne vous dis pas que ça se produira, mais je dis on ne peut pas l'écarter. Et ça ne veut pas dire qu'ils auraient un succès formidable. Je pense que certains d'entre eux, je suis sûr que par exemple le professeur Raoult aurait facilement ses signatures, vraiment facilement. D'ailleurs, il lui suffirait de Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, et que il ferait, en tout cas au début de la campagne. Ensuite, je pense que ses défauts apparents ruineraient ses efforts. Mais au début de la campagne, il pourrait parfaitement dépasser les 10% d'intention de vote. Parfaitement. Alors, il nous reste peu de temps, il nous reste moins d'une minute et on demande en général quelque chose qui vous a marqué dans la semaine, chacun des intervenants choisi. Moi, j'ai choisi, et je suis sûr que vous serez sensible à ça, au Chambon-sur-Lignon, la mort d'Éric Schwand. Vous avez vu ça? Qui a laissé 2 millions d'euros. Voilà, 2 millions d'euros. Et on ne sait pas qui c'était. Non. Vous êtes sensible à cette histoire? Évidemment. D'abord, les affinités électives entre juifs et protestants, ça n'est pas une découverte en France, c'est une tradition. Et d'autre part, le Chambon-sur-Lignon, c'est un des hauts faits pendant l'occupation. Donc je trouve ça un très bon exemple. Merci Alain Duhamel. Je rappelle le titre de votre livre, Emmanuel Le Hardi, paru aux éditions de l'Observatoire.